Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Là c'est vraiment un vlog lecture, on va parler que livres et dédié au mois de la fantasy. Je voulais vous donner mon ressenti sur les 2 premières lectures de mon mois de la fantasy, enfin en tout cas le début parce que je les ai pas finis, mais j'avance pas trop mal puisque je suis déjà presque à la moitié de The Girl in Red. C'est un livre que je vous ai présenté dans des pales de challenge tellement souvent que je me suis dit là je vais commencer par celui-ci, donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait ça avance plutôt bien. Maintenant c'est pas du tout ce que je m'attendais à trouver parce que j'ai pas trop relu le résumé. Moi j'avais déjà lu Beware the Clothes That Catch Alice et The Lonely Boy, donc en fait une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs il y avait un tome 2 que j'ai aussi lu, je crois que c'était Red Queen, et la réécriture de Peter Pan. Et en fait c'était des vraies réécritures, c'est-à-dire que les éléments du conte initial, du récit initial étaient vraiment très présents. Alors très retravaillé et très mélangé, mais très présent quand même. Et on était vraiment sur une base fantastique. Voilà. Là, dans celui-ci, du coup, je m'attendais à quelque chose d'un peu similaire, avec peut-être cette base fantastique. Là, on est sur de l'anticipation. C'est sorti en juin 2019, si je ne me trompe pas. Et en fait, je lis très clairement le Covid, mais qui a mal tourné. En fait, c'est un récit de post-apo. On va suivre Rouge, une jeune femme. On la retrouve seule dans un long voyage. On comprend qu'elle essaie de rejoindre sa grand-mère et qu'elle doit traverser plusieurs États des États-Unis à pied pour la rejoindre. Parce qu'en fait, il y a une grosse crise avec une maladie très très contagieuse et virulente et mortelle qui a pris... qui est apparu avec plusieurs foyers différents aux États-Unis et qui commençait juste avec une petite toux de rien du tout. Et donc là, son but à elle, c'est de rejoindre sa grand-mère tout en échappant aux survivalistes un peu fous du bocal et en évitant aussi les militaires qui essaient de ramasser tout le monde pour les mettre dans des camps de quarantaine où elle est persuadée que tout le monde meurt. C'est une héroïne que j'aime beaucoup. C'est une jeune femme très intelligente qui a lu énormément de fantasy, de science-fiction, qui a vu beaucoup de films d'horreur. Et donc en fait, c'est grâce à ces éléments-là de la fiction qu'elle anticipe au maximum tout et finalement qu'elle a réussi à survivre jusque-là. Bon, elle a aussi un penchant hypocondriaque et élément assez important pour l'histoire, elle est amputée de la jambe du tibia. Disons que les difficultés qu'elle rencontre, tout est très bien amené autour de ce handicap, de ce qui en fait un roman assez inclusif, très clairement à ce niveau-là. Oui, sans compter son papa était américain blanc et sa maman nord-américaine. Et donc du coup, ça pose aussi problème pour sa survie face à des espèces de connards racistes, entre autres. Et donc du coup, on va alterner des chapitres entre là, maintenant, donc où elle est toute seule dans les bois et doit se échapper à des loups qui sont en fait des hommes complètement fous, quoi. Et des moments avant, on voit son cheminement sur la préparation de cette fuite, sur comment elle a essayé d'entraîner sa famille avec elle, ce qui s'est passé pour sa famille, etc. etc., etc. Et au début, je me suis dit, je vais pas trop aimer. Mais en fait, c'est franchement sympa. Voilà. Et ça se lit bien. J'ai pas trop de difficultés avec le niveau d'anglais, donc en fait, je trouve que c'est vraiment une bonne mise en jambe. Limite, c'est pas que je le trouve plus facile à lire que The Castle of Tangled Magic que j'ai lu juste avant. Mais ouais, c'est un langage qui m'est assez familier, c'est vraiment du langage contemporain classique. Donc j'avance bien, puisque je suis presque à la moitié et je l'ai commencé
j'ai un peu triché, je crois que je l'ai commencé, j'ai dû lire 20 pages la veille du mois de la fantasy, mais bon, voilà. Donc là, il me reste 200 pages à lire à peu près. Et en parallèle, j'ai commencé Morning Star, donc le tome 3 de Red Rising. On avait fini le tome 2 sur un gros cliffhanger, enfin sur un moment de complet désespoir. Donc je suis contente d'avoir repris, d'avoir retrouvé notre personnage principal. Maintenant, je trouve que dès le début, on retombe un peu sur ce que je reprochais au tome 2. Je sais pas si je vous en avais parlé. Je trouve qu'il y a un peu d'apitoiement de la part de Darrow. Bon, après, vu ce qu'il a vécu, pourquoi pas, mais du coup, je trouve que ça tourne un petit peu en boucle sur. Voilà, il s'apitoie sur lui-même. Et puis après, il est un peu en mode héros, la colère le reprend, tout ça. Et puis après, il est down. Et voilà, ça boucle un petit peu. J'en suis qu'au début. Hein. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que ça m'a frappé au moment où je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je prenne la caméra. Il me reste 13 heures d'écoute. J'en ai déjà écouté 1h20. Voilà, sur ce, je vais vous laisser retourner un petit peu à ma lecture. Et puis à mon chat, hein, voilà, qui me squatte sans vergogne. Hello, passage très rapide par ici. On est le 5 mai déjà. J'ai terminé The Girl in Red quand ça, pas hier, avant-hier, donc le 3 mai. Je l'ai lu, je l'ai bouffé en fait. Ça avait un côté assez addictif. Maintenant, je ne sais pas si je vais... Enfin, je sais pas si je vais pouvoir le laisser dans la catégorie du mois de la fantasy concernant l'écriture de contes. Parce qu'en fait, il n'y a rien du conte du tout, je trouve, de vraiment repris. Pour moi, il y a un peu l'ambiance au début, et puis après, il y a une espèce de gros shift et on part sur quelque chose de vraiment très différent. Et donc, il n'y a aucun rapport avec... Enfin, quasiment aucun rapport avec le conte du petit chaperon rouge. C'est pas que je suis déçue, je suis très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire. C'était une lecture agréable, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu très vite. Et en plus, c'était une lecture VO, donc en fait, c'est vraiment, ça cumule que des bons points. Mais voilà, est-ce que je peux le faire passer dans mon challenge du mois de la fantasy? Alors c'est du post-apo, c'est une forme de dystopie. Je ne sais pas, je ne sais pas encore, je verrai. Et du coup j'ai bien avancé dans Morning Star. Je dois être à un tiers à peu près, quelque chose comme ça. Écoutez, j'aime bien. Mais je trouve que Darrow il tourne en rond. Et du coup j'ai commencé avant-hier, mais j'ai quasiment pas avancé. Franchement là pour le coup je sens que cette lecture elle va être un peu plus compliquée. J'ai lu 20 pages quoi. 20 pages sur, c'est un gros bébé, sur 400. The Demon World, donc de Sally Green, c'est le tome 2 de les voleurs de fumée. Sauf que je n'ai aucun souvenir de ma lecture du tome 1, vraiment aucun. Et du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de sortir un marque-page qui peut-être résistera à la bouche humide d'un bébé, bien que je vais tout faire pour le lui épargner bien sûr. C'est le marque-page Elana que m'a fait Mélo quand on avait fait notre swap. J'ai pas trouvé de résumé en plus, enfin j'ai pas vraiment beaucoup cherché de résumé du tome 1, mais je suis contente de l'avoir commencé. Je commence là seulement au bout de 20 pages à remettre en place qui est qui, même s'il y en a encore certains, aucune idée. Je veux pas trop m'avancer, mais si j'avance aussi bien que ça dès le début du mois, ben, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour mon mois de la fantasy. Peut-être même que je vais pouvoir lire d'autres choses. Bonjour à tous, je vous reprends longtemps, je pense, après le dernier passage que vous avez dû voir. On est le 14 mai, donc c'est la moitié du mois de la fantasy. Et j'ai terminé 2 livres hier, donc j'ai atteint la moitié de mes lectures du mois de la fantasy aussi, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai pas pu vous en parler au fur et à mesure de ces deux-là parce que la semaine dernière ça a été une semaine très chargée pour moi. Mais me voilà, et je vais commencer par vous parler de Demon World,
C'est le tome 2 des voleurs de fumée de Sally Green. On va commencer par les points négatifs. Est-ce que je vous fais un petit résumé d'abord? Je vais essayer de vous faire un petit résumé. En gros, on a 3 pays, on a Calidor, Brigand et Pitoria. Brigand, c'est décrit dès le début du tome 1 d'ailleurs comme un pays très belliqueux qui cherche à étendre son territoire à tout prix, et donc Brigand s'est attaqué à Pitoria. Brigand est mené par le roi Alosius, et Calidor, dont on entend assez peu parler, je pense que ce sera peut-être plus le cas dans le tome 3, est dirigé par son frère Thelonius. Ça, c'est pour ces deux-là. Pitoria, c'est un pays qui visiblement a une assemblée de lords qui suivent effectivement un roi, puis le prince en l'occurrence, puisque le roi subit quelques dommages dans le tome 1. L'histoire du tome 1, alors je m'en souvenais très très mal, donc ça a été difficile pour moi de me relancer dans ce tome 2. La princesse de Brigand, donc Brigand, j'en sais rien, voilà quoi, la fille d'Alosius est proposée en mariage au fils du roi de Pitoria, soi-disant pour créer une alliance, sauf que Brigand en a profité donc des noces et du fait que tous les nobles soient rassemblés pour lancer une attaque sur Pitoria. Attaque pendant laquelle donc le roi a été blessé, il y a eu le siège de la ville de Rossarbe, et en fait on arrive à ce moment-là dans l'histoire, c'est-à-dire juste après le début du siège. Le rapport avec les démons, c'est que tout au nord de ces 3 pays, il y a un plateau montagneux dans lequel vivent, enfin sous lequel, parce qu'a priori ils sont sous terre, vivent des démons. Quand on tue un démon, il y a une fumée qui s'échappe de son corps, et cette fumée, lorsqu'elle est inhalée par les humains, produit l'effet d'une drogue, et quand elle est inhalée par des jeunes garçons, produit l'effet de produits dopants. Et donc Brigand a décidé de lever une armée de très jeunes garçons et de leur faire inhaler de la fumée violette pour pour en créer une armée invincible. En gros, au début de ce tome-ci, donc on va retrouver Catherine qui doit fuir le siège de Rossarbe. Elle est accompagnée par Ambrose, donc qui est lui aussi brigandin, on sent qu'il y a une liaison, enfin voilà, il y a des sentiments entre ces deux-là qui sont nés et qui commencent à prendre beaucoup de place. Il fuit avec un petit groupe d'hommes à eux, avec une jeune fille qui s'appelle Tash, qui est elle chasseuse de démons, ce qui est illégal hein, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, consommer de la fumée de démons, en posséder, c'est complètement illégal. Et ils sont également accompagnés par Edion et March. March, c'est le servant du prince de Calidor qui est venu chercher Edion pour le ramener à son père, puisque Edion est un prince mais non légitime pour l'instant. Et voilà, tout ce petit monde va essayer de traverser le plateau du nord, puis ils vont se retrouver séparés, et puis il va à chaque petit groupe arriver des tas de choses qui font avancer l'histoire. Je trouve que c'est, on va dire, à peu près trois petits arcs narratifs qui se croisent et s'entrecroisent, sont vraiment bien menés. J'ai juste eu du mal au début à raccrocher le wagon avec les différentes identités, et forcément le fait de séparer et de diviser les groupes pour bien intégrer les personnages, c'est pas forcément évident. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment lecture, je l'ai bouffé ce bouquin. Je vais commencer par les points négatifs. Le premier, je pense que je l'avais relevé soit dans Half-Bad, soit dans le tome précédent, c'est le fait que je trouve qu'il n'y a pas assez de description des situations. Description de situations. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal parfois à comprendre quand il y a un dialogue notamment entre 2 voire 3 personnages, qui est vraiment présent. Ça c'est très rarement dit, très rarement précisé, qui est dans la pièce, qui n'y est pas, ou à proximité en fait. Et parfois il y a un personnage qui tombe là dans le dialogue, on se dit waouh, mais en fait lui il était à côté, c'était pas très précis, ou alors au contraire on parle d'un personnage comme s'il n'était pas là, alors que nous on a l'impression qu'en fait il est toujours là, mais non en fait il est plus là, ou les personnages sont éloignés ou quoi. Et je trouve que ça c'est assez mal géré. Je ne pense pas que ce soit lié au fait que je l'ai lu en VO, parce que là c'est quand même ma troisième lecture VO à la suite. Donc du coup voilà, c'est bon, je suis revenue à un niveau où j'ai pas de problème à lire en VO, et ça m'a quand même perturbée ça. J'ai dû relire à plusieurs reprises plusieurs passages sans forcément avoir la réponse que je cherchais en plus à chaque fois.
Donc voilà, ça c'est mon plus gros point négatif, c'est vraiment les descriptions de situations en particulier, mais un peu du reste aussi. Finalement, c'est 400 pages d'une histoire qui avance beaucoup. Il y a assez peu de descriptions. Deuxième point négatif, mais ça c'est très personnel, c'est le personnage d'Ambrose que je ne supporte pas. Je crois que dans le premier tome, il m'énervait déjà beaucoup. J'essaierai de vous retrouver ma chronique sur le premier tome. Franchement, je crois qu'il me gavait déjà énormément, mais alors là, c'est le pompon. Alors, soit le gars il est amoureux de la princesse Catherine, c'est un amour impossible, tout ça. D'ailleurs là-dessus, faut pas s'attendre à avoir des relations, des relations très matures. Je trouve que de ce point de vue-là, du point de vue de la romance, ça fait très jeune adulte quand même, comme je trouve. Donc oui, Ambrose, il tourne en rond, le pauvre petit chou, il s'apitoie sur lui-même, il comprend tout de travers, et il comprend pas que l'intérêt du groupe prime sur son amour secret, hein, voilà. Je trouve qu'au contraire, la princesse Catherine s'en sort très bien, c'est-à-dire qu'elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle se laisse aller à la passion. Je l'avais trouvé très relou là-dessus d'ailleurs dans le tome 2, dans le tome 1, parce qu'il y avait une espèce de triangle amoureux, je trouvais, qui se mettait en place. Là, ça y est toujours un peu, mais elle fait des choix de raison, elle fait des choix de dirigeante en fait, qui sont beaucoup plus intéressants. Je trouve que ce qui est beaucoup présent dans ce tome-là, et ça fait plutôt partie des points positifs, c'est la virée féministe que prend ce roman, parce que on le sait, c'est beaucoup dit, c'est les deux pays d'ailleurs, Brigand et Pitoria, sont vraiment des pays très patriarcaux, donc la femme a un rôle minime, hein, d'ailleurs à Brigand elles n'ont même pas le droit de parler entre elles. Donc là c'est très présent, puisque pour survivre, Catherine doit vraiment prendre une position et du pouvoir, en fait remplacer le prince héritier qui a été emprisonné. Pour survivre, elle est obligée de le faire, et donc elle prend de plus en plus de responsabilités, et ça lui est beaucoup jeté à la figure. Elle subit des agressions pour ça d'ailleurs. Ça c'est déjà un point positif de mettre ça en avant, même si parfois ça c'est peut-être un peu trop, je dirais. C'est difficile de rentrer dans les détails sans trop vous en dire, donc je vais m'arrêter là. Et l'autre point très positif, c'est que suite aux agressions qu'elle subit, elle a une réaction hyper humaine. Elle a un traumatisme en fait, et elle devient presque parano, parce que elle a peur de mourir, hein, comme tout bon humain qui se respecte. C'est une réaction tellement logique et tellement normale que ça m'a surprise. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans la plupart des livres que je lis, les héros ils en prennent plein la tronche et ils y retournent en fait, limite ils tendent l'autre joue, alors que là on a un personnage que j'ai trouvé très sensé dans sa peur du danger, dans sa peur de la mort, dans sa peur d'une nouvelle attaque. Et ça permet d'introduire aussi le sujet de la dépendance. J'ai trouvé que tout ça c'était plutôt pas mal articulé, avec aussi voilà, sa prise de pouvoir entre guillemets, et les tentatives qu'elle fait pour se faire sa place dans un monde qui ne veut pas des femmes. Elle remet Ambrose à sa place une ou deux fois parce qu'il devenait un peu relou, en mode je suis ton protecteur, blablabla. Voilà, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu beaucoup plus vite que je n'ai lu le tome 1, donc ça c'était plutôt une bonne surprise. D'ailleurs je crois que j'avais lu le tome 1 à l'occasion d'un mois de la fantasy également. Je lirai bien sûr le tome 3, alors je ne sais pas quand. Pour la peine, je me suis fait un petit résumé. Au début j'avais commencé chapitre par chapitre, je mettais un petit résumé. C'est Chacha qui m'a fait ça pour l'Assassin Royal quand on a fait la LC, et je me suis dit, en fait c'est bien pratique, et du coup j'ai essayé, mais j'ai absolument pas réussi. Donc j'ai fait un résumé beaucoup plus condensé que j'essaierai de mettre sur une fiche Bristol comme je l'avais fait pour Magic Charlie, que je glisserai... C'est complètement stupide si je le glisse là-dedans. Je le glisserai dans le tome 3. C'est plus malin ça. J'en ferai quand même une photo pour garder une version numérique, puisque ce livre-là va retourner dans ma cave, puisque je pars pour la France dans 2 jours maintenant. Bref, ça c'était pour vous parler de Demon World. Donc ça fait déjà 12 minutes que je parle de ce livre. Et maintenant, il est temps de vous parler de ma lecture audio de Morningstar. Alors... Morningstar, c'est un tome 3, c'est la fin de la
première trilogie. Alors je sais pas si c'est vraiment si l'éditeur a vraiment découpé ça en 2 trilogies ou s'il considère que le tome 4 est vraiment la suite du tome 3, mais il y a quand même je crois une dizaine d'années qui s'écoulent entre la fin du tome 3 où je suis et le début du tome 4, donc je considère que ce que j'ai lu là c'est une vraie fin de trilogie, on n'est pas obligé de lire la suite. C'est pas un gros cliffhanger, etc., même si on n'est pas non plus revenu à une situation où c'est peaceful, quoi. Donc, là, comme c'est un tome 3, je vais pas vous faire un résumé des 2 premiers tomes. J'essaierai de vous retrouver mon avis du tome 1 et du tome 2. Tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est qu'on va retrouver Darrow, les hurleurs, en pleine rébellion. Darrow a été kidnappé à la fin du tome 2 et donc on le retrouve. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit mort, mais non, il n'est pas mort. Toujours pas. Il est difficile de le tuer, ce Darrow. Donc en fait, il est torturé pendant des mois et des mois. Je vais pas non plus vous faire un résumé de ce tome-là parce que c'est un peu un jeu de ballon. En fait, un jeu de volley. J'ai même une partie de volleyball en fait. On a Darrow qui est emprisonné, donc il est dans le camp adverse, et puis on se renvoie la balle dans le camp adverse pour savoir qui doit le tuer, qui le prend, qui s'en occupe, blablabla. Et puis finalement, ils vont quand même réussir à le sauver, donc il retourne dans son camp à lui, et puis dans son camp à lui, il y a des dissensions aussi. Voilà, c'est difficile de vous faire un résumé de tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps mort. C'est peut-être un des points négatifs que je trouve à ce roman. Non pas qu'il n'y ait pas de temps mort et du coup on peut pas rester à contrôler la situation, mais c'est que j'ai un problème avec les timings, c'est à dire que parfois ils enrôlent 5000 ou 20 000 hommes dans leur armée de la rébellion et ils disent qu'en 8 jours ils ont réussi à les former à des tas de technologies que les gens avaient jamais touchées. Il y a quand même des petites choses que je trouve un petit peu rapides, voilà. Mais sinon il y a une bonne maîtrise des ellipses, ça passe bien. Comme je vous le disais, énormément de dissensions, de trahisons, et Pierce Brosnan joue beaucoup là-dessus. Parfois ça fait peut-être un petit peu trop, je vous avoue que le dernier retournement de situation, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible encore une fois. Et en fait je me suis fait complètement avoir, donc j'étais finalement contente de cette fin. Puisque parmi les différents retournements de situation, il y en a qui sont préparés par le personnage, mais on sait qu'au moment où ça arrive à un point culminant, donc en fait on n'est pas prêt quand ça arrive, et puis il y en a qui sont pas du tout prévus. Et donc en fait c'est difficile de déterminer ce qui est prévu et ce qui ne l'est pas, l'auteur joue beaucoup dessus. Ce qui a un petit côté frustrant, mais c'est bien, mais en même temps c'est un peu frustrant quand même. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec cette lecture audio. Maintenant je trouve que Darrow tourne un petit peu en rond, franchement. Surtout au début, dans l'auto-apitoiement, tout ça. Contrairement à ce que je vous disais par rapport à la princesse Catherine, qui est une réaction profondément humaine et traumatisée, Darrow il y retourne. Alors, je sais pas combien de fois il a risqué sa vie dans l'intégralité de la trilogie et combien de fois on l'a cru mort. Mais c'est pour ça peut-être aussi que j'ai un peu ce sentiment de ça fait presque un peu trop. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que c'est une fin de trilogie. Sachez que voilà, c'est une très bonne fin. Peut-être pas assez comment dire, pas assez mitigée. Je pense que ça manquait un peu d'un côté sombre pour que je sois vraiment 100% en phase avec cette fin là, mais ça me va très très bien en soi, donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Je suis très contente de l'avoir lu. Alors pour rappel, j'ai lu le premier tome en VO, et malgré le fait que j'ai acheté les tomes 2 et les tomes 3 ici en VO également, je les ai écoutés, voilà, pour avancer plus rapidement dans le vidage de ma palle, qui avance bien. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à mes dernières lectures. Maintenant, j'ai pas encore repris de lecture aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un petit break, j'ai pas eu trop l'occasion de lire non plus. J'ai fait une séance de sport, j'ai repris un peu mon projet perso, donc voilà, je me garde ma lecture pour ce soir. Je vais commencer
incessamment sous peu Meijo, donc le tome 3 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau en audio. Et j'ai mis sur ma liseuse Palace, donc, qui sera ma lecture e-book de la fin du mois. Et je me garde du coup la deuxième partie du Prieuré de l'Oranger pour la fin du mois quand je rentrerai. Est-ce que du coup ça risque pas de le faire passer à la trappe? J'ai un peu peur que si. Mais écoutez, on verra bien. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour vous parler de ces deux lectures. Je pense que ce sera un vlog très long. Mais en même temps, voilà, il y a une forme de cohérence puisque c'est toutes mes lectures du mois de la fantasy. Donc j'espère que le format vous plaît, même si très clairement je ne suis pas pimpée, j'ai des boutons partout, je suis habillée et coiffée n'importe comment. Mais si je ne vous prends pas comme ça, globalement je ne vous prends jamais. Hello, je vous reprends, toujours le mois de la fantaisie. Vous le connaissez ce truc là. D'ailleurs je l'avais acheté en Irlande. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Mais je pense qu'il commence à avoir vécu sa vie. Je vous reprends, on est le 21 mai, donc on est à 10 jours de la fin du mois de la fantaisie. Ça commence à approcher doucement, voilà, on en rentre dans le dernier tiers. Mais j'avance bien dans mes lectures. J'ai commencé Palace. On suis à un tiers, ça se lit très vite. Hein. Le premier tome, il fait, je le savais pas, mais il fait 290 pages, quelque chose comme ça. J'aurais dû m'en servir pour le Sweetie Gourmet Challenge, pour tout vous dire, mais vous en saurez plus très bientôt, puisque je suis revenue de France et on a tourné la vidéo de présentation du challenge. Je suis déjà à un tiers et ça, j'ai pas l'impression d'en être à un tiers. Donc j'attends de voir la suite, mais pour l'instant ça se lit très bien. C'est... Je sais, en fait... C'est un peu particulier parce que ma première impression, c'est de me dire la plume m'a l'air vraiment destinée à un public jeune. C'est-à-dire que ce serait un livre jeunesse, je ne serais pas surprise. Mais en fait, les termes très crus, alors ils sont très vrais, là-dessus il n'y a pas de souci, mais très crus concernant la sexualité, m'orientent plutôt vers un public jeune adulte. Hein. J'ai été vérifiée et effectivement c'est la collection Rouergue, donc épique de chez Rouergue, est destinée aux young adultes. Mais du coup je trouve qu'il y a un petit décalage avec la plume. Enfin voilà, donc je savais pas trop où me situer, maintenant je sais. Et donc j'ai aussi avancé dans ma lecture audio, pour tout vous dire j'ai beaucoup avancé aujourd'hui. Il y a eu une espèce de petite latence en début de tome 3, c'était sûrement lié au fait que j'avais pas le temps d'y consacrer de longues plages d'écoute. Donc du coup j'étais moins dedans. Aujourd'hui je pense que j'ai bien dû écouter 2 ou 3 heures. Et écoutez, voilà, je suis à fond. Donc là il me reste 9 heures d'écoute. Donc je suis ravie. On retrouve enfin le dit de Shakti, donc en fait qu'on avait arrêté à la fin du tome 2, quand ils étaient un peu dans la mouise et qu'ils ont dû se bouger les fesses. Tout le début du tome 3, on laisse de côté le dit de Shakti, et là on le reprend. Donc je suis très contente. Rien à voir, mais c'est important parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé Palace. J'ai découvert très récemment, et grâce à Mélo qui s'est abonné à son compte sur Insta je crois, j'ai découvert Lucie Alu que je ne connaissais pas du tout, et en fait je suis sous le charme complet du peu pour l'instant que j'ai découvert de cette personne. Ses goûts correspondent énormément aux miens, un peu trop si vous voulez mon avis, pour mon portefeuille notamment, et pour le temps que j'ai de dispo.
Euh, mais voilà, j'adore ce qu'elle propose comme contenu et comme recommandation lecture. Donc pour tout vous dire, là j'ai regardé une de ses recos des 8 livres qu'elle a très peu vu passer sur Booktube en 2023 et je les ai quasiment tous ceux que j'avais pas lus notés dans ma wishlist. Selon moi, ça valait le coup de vous le dire parce que si vous êtes là, c'est peut-être aussi du contenu qui pourrait vous intéresser. Bref, j'arrête là et puis on se dit à très vite. Hello. En fait, je vous reprends le lendemain. J'ai terminé Palace. Voilà, donc il fallait que je passe vous le dire quand même. Je devais être à 80-85% du roman et c'était la fin. Du coup, j'étais un peu surprise, mais enfin, la fin de l'histoire, parce que les dernières pages sont super intéressantes. Euh, D'ailleurs, Lucie Alu en parlait dans sa vidéo de ces pages-là, donc j'étais pas trop surprise de les retrouver. J'étais même plutôt contente. Salut Chester, ça va? Oui, bien, très bien. Du coup, hop, je reviens sur ce que je vous ai dit par rapport à l'écriture que je trouvais trop jeunesse. En fait, je suis pas d'accord avec moi-même. J'ai un peu plus analysé ce que j'ai lu et c'est pas le cas, c'est pas jeunesse. Disons que c'est une plume dans laquelle, voilà, dans laquelle il n'y a pas de fioriture en fait. Il n'y a pas de dentelle, on n'est pas là pour faire de la poésie, c'est une plume qui est directe. Pour autant, il y a du vocabulaire, elle est propre, elle est belle, elle n'est pas alambiquée. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois il y a certains auteurs qui essayent d'avoir un style un peu plus pompeux et un peu plus travaillé. Enfin, je dis pas que c'est pas travaillé, c'est pas ce que j'ai dit. Un peu plus alambiqué, donc, et ça rend pas bien et c'est pas beau. Donc voilà, là c'est pas du tout le cas, c'est clean. En revanche, ce qui me manque, et je pense que c'est pour ça que je vous ai dit que je la trouvais un peu trop simple, je crois que c'est ça que j'ai dit hier, c'est des descriptions en fait. Euh, il y a uniquement les descriptions de ce qui est utile au récit. Alors c'est une force, parce que du coup ça en fait un roman qui est extrêmement concis. Moi j'aurais aimé en avoir plus. J'adore les descriptions, j'adore quand l'auteur dirige, enfin ouais, joue au décorateur, en fait, fait la mise en scène complète de son roman. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les romans d'ambiance, c'est des romans que j'aime assez régulièrement. Le plus souvent, ce sont des romans que j'apprécie bien. Je pense au Kate Morton notamment, où tout est décrit en fait. Les plis dans les rideaux, les tapis un peu froissés, le lambris, voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus light. Enfin, je veux dire, beaucoup plus light. Forcément, quand je compare à Kate Morton, ce n'est pas comparable, mais on est sur quelque chose de très très light au niveau des descriptions. Il y a les descriptions physiques des personnages parce que ça a de l'importance dans l'histoire, voilà, parce qu'ils se reconnaissent à tel ou tel détail, enfin voilà. Mais c'est à peu près tout. Voilà, pour moi, c'est peut-être mon petit point qui fait que je suis pas mitigée. Je trouve cette lecture effectivement très intéressante. Je sais pas si vous le savez ou si je vous l'ai dit, mais moi, la mythologie gréco-romaine, enfin, c'était, parce que maintenant, c'est plus trop le cas, mais c'était une passion dans ma vie avant. J'avais lu un livre, j'essaierai de vous remettre le titre. Je l'ai racheté récemment parce que j'avais perdu ce livre. Et j'en étais très malheureuse et j'avais été très très heureuse de le retrouver. Alors, bon écoutez, je vais pas retrouver. Si je le retrouve d'ici au montage, j'essaierai de vous le mettre. Mais en tout cas, c'est un livre qui répertorie vraiment tout les... C'est presque un dictionnaire, mais ça n'était pas vraiment un... Bref, c'était méga intéressant. Je l'avais lu. En fait, je m'étais pas rapportée à ce livre comme je pense la plupart, enfin, comme je pense qu'il est censé être lu, à savoir aller chercher les références avec les index. Mais je l'ai vraiment lu en entier. Et j'avais adoré en savoir plus sur les différentes divinités. Tout ça pour vous dire que oui, c'est un peu une passion. C'était une passion. C'est toujours quelque chose qui m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les romans qui sont issus de ces grands mythes fondateurs. Et j'en lis peu. J'en lis moins. Euh,
voilà, c'est quelque chose qui est sorti de mes habitudes de lecture. Non pas que j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, mais c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Tout ça pour dire que je suis ravie d'avoir sauté le pas de relire, de retourner vers ce type de littérature que j'aime beaucoup. Et en plus, avec un ouvrage aussi pertinent parce que Marine Carteron a fait un travail de recherche monstrueux. Tout est expliqué, répertorié et analysé à la fin pour déterminer ce qui provient de la mythologie des différents mythes et de quel texte elle les a tirés, comment elle a assemblé les éléments et ce qui est tiré de son imagination et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, c'est un travail énorme et ça rend quelque chose de très crédible déjà, de très complet et de très très riche, malgré du coup ce côté j'ai pas envie de dire survol, mais ce côté peu approfondi en termes de description qui, moi, m'a un petit peu manqué, je me répète, mais voilà, parce que c'est le seul bémol. On reprend tous les codes de la mythologie, les complots, les trahisons entre les dieux. Et c'est un livre qui jette les bases de la guerre de Troie, en tout cas le premier tome. Et vu comment ça se termine, je pense qu'on va avoir une bonne grosse ellipse entre le tome 1 et le tome 2. Tome 2 que je lirai du coup et le tome 3 aussi parce que c'est une trilogie. En tout cas, voilà, je salue le travail de l'autrice qui est incroyable. Je pense que c'est un parfait équilibre quand on cherche un livre qui traite du coup de mythologie entre l'aventure, le destin, la romance, parce que il y a juste ce qu'il faut de chacun de ces éléments. Les personnages sont très attachants. Moi, je me suis particulièrement attachée à... alors, pas forcément Isione, mais plus Télamon, que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, la façon dont il est dépeint dans ce livre. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, hein, c'est la façon dont on dépeint les héros grecs en fonction des livres dans lesquels on les croise. C'est toujours pareil, ça peut être quelqu'un de très très bon et on peut en faire un héros justement dans un récit et puis dans l'autre en fait on a l'autre face de la pièce qui fait que en fait c'est vraiment le pire des saccageurs et pilleurs et tout ce qu'on veut. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai passé un excellent moment. Il est très très court, je suis surprise qu'il soit aussi court comparé aux deux autres tomes qui eux sont a priori presque le double. Pas tout à fait le double, mais voilà, ils sont quand même beaucoup plus conséquents. Il faudrait que je me fasse une petite fiche résumée pour ne pas oublier au cas où je le lirai pas tout de suite. En tout cas, comme je le disais sur Insta, ça m'a donné 3 envies. Que seulement 3, qui vont être difficilement réalisables parce que j'ai pas énormément de temps et d'une parce que ça correspond pas à ce que je lis en ce moment et au temps que je veux y attribuer, et de deux parce que il y a une autre envie qui elle pourra pas se réaliser avant que ma fille soit grande. La première chose qui est la plus accessible, c'est j'aimerais lire d'autres romans au-delà de cette suite-là. J'aimerais lire d'autres romans de ce type. Le Chant d'Achille est dans ma palle depuis une éternité. Ça pourrait être l'occasion de le sortir. Comme je ne l'ai pas, je vais peut-être me tourner vers la version VO, surtout que je l'ai vu en librairie à Dublin. Deuxième chose, c'est peut-être qu'il serait temps, parce que j'ai bientôt 30 ans. Qu'est-ce que j'ai là, là? C'est sûr, je vous parle avec le reste de mon dîner sur le menton depuis tout à l'heure, ou des poils de chat, ou les deux mélangés. Arrête de passer devant la caméra, tu me saoules. Aucun respect. Aucun respect, ce chat. C'est bon, t'es posé là? Ce serait donc de lire l'Iliade et l'Odyssée, déjà, pour commencer. Ce serait pas mal. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ce genre de décision dans la vie. Mais vous savez, c'est un peu ce type d'œuvre que je me dis, j'ai envie de les lire, mais je ne me lance pas, je ne le fais pas, parce que j'ai peur que ce soit inaccessible, ou alors que ça me prenne énormément de temps. Mais je le ferai, voilà, un jour je le ferai. Comme je pense que je vous en avais parlé, un jour je lirai tous les Rougon-Macquart, mais je suis toujours pas fait. Voilà. Troisième envie, et ça va prendre du temps parce que je vais pas le faire toute seule, mais j'aimerais beaucoup écouter, parce que c'est des. Alors je crois qu'il y a les deux, il y a la version papier et la version audio, parce qu'ils glissent la version audio dans le livre. Dans le livre en tant que tel. Bayard a publié une saga de la mythologie grecque en 100
épisodes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup, mais je sais très bien que ma fille est encore beaucoup trop jeune pour écouter ce genre de choses. Donc je ne sais pas d'ailleurs à partir de quel âge on peut leur faire découvrir ces mythes. Sur ce, je vais vous laisser parce que je parle. Je vais poursuivre ma lecture de la partie 2 du Prieuré de l'Oranger. J'ai lu une trentaine de pages. Enfin bon, c'est toujours pareil. Je dis j'ai lu 30 pages, mais comme il y a beaucoup de cartes et tout, je crois que ça commence à la page 15. Voilà, donc on va dire que j'ai lu une quinzaine de pages. Déjà, je suis contente parce que je suis pas complètement perdue. J'ai lu le tome 1, enfin la partie 1 suffisamment il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je me souviens encore des personnages. Et chose importante et très intéressante, il y a un glossaire et une liste de tous les personnages à la fin qui représente bien une vingtaine, voire une trentaine de pages, avec une chronologie des événements qui ont été évoqués dans le premier tome. Donc ça aussi c'est très utile. Par contre, il n'y a pas de résumé de la première partie, mais bon, ça après, ça peut se comprendre puisque de base, c'est quand même un tome unique. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, sachant que le mois de la fantaisie se termine dans... quel jour sommes-nous? Le 22, donc j'ai 9 jours pour le lire. Voilà, ça me fait 65 pages par jour, à peu près. Je pense que c'est faisable. Voilà. Ah, si, et autre chose, concernant Meijo, Chester, t'es sur mon téléphone. Bah oui, je sais. Non, je suis à peu près à la moitié du roman. Il me reste 8 heures d'écoute parce que je l'écoute en x1,2. Et là, je suis en fait, j'attends avec beaucoup de hâte qu'on reprenne le dit de la courtisane parce que j'ai très 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 envie de savoir ce qui lui est arrivé par la suite. Même si c'est particulièrement sordide et sombre. Par contre, là, il y a énormément de mouvements donc, dans la partie présente de l'histoire. Ça fera peut-être pas sens si vous n'avez pas vu ce que je vous dis là, ça fera peut-être pas sens si vous n'avez pas vu la vidéo qui paraît vendredi, qui est donc la présentation, lecture, vlog, je sais pas trop quoi, que j'ai essayé de condenser au max. Sur ce, je me tais. Hello, je vous reprends à nouveau le lendemain puisque on est le 23 mai. Je voulais vous faire un petit point sur mes avancées et notamment en fait sur le Prieuré de l'Oranger parce que j'ai une impression comme ça et je me suis dit il faut que je le dise parce que sinon à la fin probablement que j'aurais oublié. Déjà il y a forcément des points que je trouve très positif dans cette lecture, la notion de consentement, la mythologie, les différentes religions qui sont liées, pas liées. Bref, l'univers est incroyable et très riche. Et en fait, c'est lié à mon deuxième point, c'est que là, disons que si le premier tome mettait vraiment en place tout ça, et on sentait la guerre arriver et monter, et voilà, là je trouve que il y a un effet de profondeur assez étonnant. À savoir que moi, quand je lis ça, je me dis... parce que j'ai lu 30% presque, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression de lire le début d'une saga, en fait, tellement c'est riche. Je me dis, c'est impossible que ça se termine en les 70% restants, du coup. Je me dis, mais comment? Par quel miracle? Parce que, en fait, c'est pas. Si c'était qu'une question de guerre, de petite guerre entre les royaumes, oui, mon cher, oui. Je dis pas, ça aurait été possible. Mais là, là, on est sur un truc qui couve depuis des siècles. Je ne sais pas comment on va faire l'autrice, mais je suis ravie. En revanche, comme vous le voyez, là, il y a un petit post-it rouge et je voulais en mettre un deuxième, mais j'ai laissé mes post-it ailleurs que dans le bouquin, ce qui est pas très malin. J'ai juste un problème avec une des créatures qui est Lichnemont, un truc comme ça. J'ai cherché un peu sur internet et l'autrice, elle-même le décrit comme... En gros, elle le décrit comme une grosse mangouste. J'essaierai de vous insérer l'image d'une mangouste. Sauf qu'au début du roman, la mangouste en question se tient sur un lit, les pattes croisées, tout ça.
un lit sur lequel une humaine de taille adulte est couchée. Donc jusque-là, ça va, on se dit c'est un très gros chat. Et sauf que ensuite, ce même animal porte en courant 2 adultes, dont un homme qui dans ma tête est relativement grand, mais ça se trouve c'est pas le cas. Donc en fait, et on dit aussi qu'il est plus rapide que des chevaux, ce qui veut quand même dire qu'il a la force et les papates suffisamment grandes et costauds pour porter ses adultes faire tout ce chemin et blablabla. Moi, sur le principe, j'ai pas de problème, mais il est peut-être un peu grand et un peu lourd pour se coucher sur un lit. Voilà. Et puis j'ai noté autre chose qui n'est pas très intéressant, enfin juste qu'un personnage retrouve ses esprits un peu vite alors qu'il a été drogué pendant a priori plusieurs semaines, ou au moins plusieurs jours. Donc voilà, mais en tout cas je passe un très très bon moment. La question étant, est-ce que je rajoute après une lecture à mon mois de la fantasy ou pas? Je ne pense pas. Franchement, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurai respecté ma palle parce que maintenant je suis quasi sûre de le terminer dans les temps. Là, il me reste du coup 8 jours. Concernant ma lecture de Meijo, il me reste 5h37 d'écoute, sachant que là, je crois que ce matin, il me restait un truc genre 7h40. Donc, très clairement, je l'aurai aussi fini d'ici la fin de semaine, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lire ceci, ça m'a fait le même effet que le premier, parce qu'en fait, je les ai lus du coup après mon arrivée ici, et donc après Noël. Et à Noël, en fait, j'ai reçu ceci, donc les légendes celtiques des reptiles et des dragons. Alors, bien sûr que ce sera pas la même chose, puisque là, c'est plutôt les dragons asiatiques qui sont représentés. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois, et pas du tout nos dragons traditionnels européens. Je pense que c'est aussi beaucoup dû à la couverture, hein. Voilà, très clairement. Donc voilà, ça me donne envie de lire ceci. Bref, c'était juste un petit intermède, peut-être pas si court que ça maintenant, pour vous faire part d'une impression sur ma lecture en cours, parce que c'était important pour moi, et je vais y retourner maintenant. Hello, je vous reprends, on est le 25 mai, donc on est à 6 jours de la fin du mois de la fantasy. Et j'ai terminé la partie 2 du prieuré de l'Oranger, et j'ai passé un très 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 bon moment avec cette deuxième partie. Je pense que ce qui a joué beaucoup dans mes impressions de lecture, c'est de l'avoir coupé en deux. Parce que très clairement, le fait de le couper en deux, ça a rendu le premier tome un peu lent et un peu long. Mais du coup, le deuxième, à l'inverse, pas du tout. Alors, c'est pas non plus le coup de cœur intersidéral pas que j'attendais, mais qu'on m'avait vanté, très clairement, parce que c'est un livre qui a fait tellement parler de lui. Non, je suis pas au même stade que les adorateurs de Samantha Shannon. C'était bien, il y a beaucoup de très beaux messages. Mais c'est pas non plus... J'ai pas ressenti, je pense, assez d'émotions pour le juger absolument incroyable. Voilà, je sais pas pourquoi, il y avait comme une petite distance avec les personnages que j'ai pourtant beaucoup apprécié. Je sais que Tané, à la fin du tome 2, j'en pouvais plus, elle me gavait, mais à un point incroyable. Elle a une façon de se culpabiliser encore et encore et encore, et waouh, j'en avais marre. Là, je trouve qu'elle reprend, enfin, j'ai beaucoup plus d'intérêt pour elle. Maintenant, s'il y a un défaut, je trouve, c'est surtout la fin, malheureusement. Alors, j'ai bien aimé la fin, je l'ai trouvé bien. Mais je trouve que sur un roman, du coup, on a peut-être 2 fois 600 pages. Je trouve ça dommage de précipiter la fin, comme c'est le cas là. Je veux dire, heureusement qu'elle traîne pas, on est bien d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression que pendant les 800 premières pages, on nous construit un monde qui est énorme, on nous construit énormément d'enjeux politiques et religieux. D'ailleurs, la place de la religion est super intéressante dans ce texte. Et à la fin, j'ai l'impression que tout est résolu. Alors non, tout n'est pas résolu, on est bien d'accord, mais
tout est réglé quasiment en un claquement de doigts, et une bataille finale dont finalement on voit assez peu de choses. Ça, c'est un point qui m'a un petit peu déçue, c'est-à-dire que on arrive effectivement à la fin de fin. J'ai pas senti trop monter l'anxiété des personnages, alors que je pense que quand même ça aurait dû. Et effectivement, la scène de bataille est, je trouve, pas très bien faite, pas très bien décrite, pas suffisamment pour qu'on puisse la suivre. Pourtant, vous savez que je suis quelqu'un, enfin, c'est peut-être pas pourtant, peut-être parce que je suis quelqu'un de très très visuel. J'ai pas vu grand chose en fait dans cette scène de bataille, à part que c'était le bazar. On est bien d'accord, c'est souvent comme ça. Enfin, j'imagine, quelqu'un qui se retrouve au cœur du conflit, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Mais on a sur nos 3 narrateurs, on en a quand même un qui prend beaucoup d'importance d'ailleurs dans ce tome-ci. Enfin, il y en a 4 en tout. Il y en a même 2 qui ne participent pas activement au combat. Et je pense que on aurait pu avoir leur point de vue à eux pour faire monter l'anxiété de quelque chose qui va pas forcément dans le sens qu'on attendait, quoi. Je dis ça comme ça, j'en sais rien, mais voilà, c'est ma petite déception. Donc ça, c'est plutôt sur le côté de la plume de l'autrice qui fait que parfois j'avais carrément l'impression, je pense que c'est pas qu'une impression, parce qu'il y a une scène, j'ai dû la relire 3 fois pour être sûre de moi, et j'ai pas eu l'info que je cherchais. Parfois il manque des éléments de liaison entre deux paragraphes, et tu te dis ah bah là elle cherchait une arme, puis là d'un coup elle a une arme, alors qu'il s'est rien passé entre les deux et que c'est un sujet méga important. Enfin il s'est rien passé, il n'y a pas eu, enfin je veux dire c'est le paragraphe d'après, quoi. Ça c'est plutôt pour la plume. Et en ce qui concerne le fond de l'histoire, je suis un peu déçue parce que on a passé un tome complet, enfin du coup presque 1000 pages, à nous construire des personnages qui sont vraiment puissants, vraiment intéressants, qui sont forts parce qu'ils ont travaillé pour ça. Vraiment, ces 2 personnages féminins, Tané et Ed, elles ont bossé toute leur vie pour en arriver là où elles en sont. Et en fait, j'ai l'impression que d'un seul coup, on leur retire ça. Alors, on ne retire pas leur capacité parce que elles ont des capacités exceptionnelles et c'est dit, mais j'ai l'impression que d'un coup, on leur enlève le mérite qu'elles ont. Du fait d'une ascendance, d'une espèce de destinée, et je trouve ça dommage de tomber là-dedans. D'autant que finalement, la bataille finale, je trouve, se gagne un peu à l'instinct. Ça, c'est un truc que j'avais déjà relevé un peu plus tôt dans le livre, c'est les personnages qui savent d'instinct ce qu'ils ont à faire. Et je trouve ça dommage, en fait. Ça atténue toute l'intelligence dont elles ont fait preuve jusque-là, toute la force toute la force et le travail et la rigueur. Et c'est dommage. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai vu, alors pas beaucoup, mais voilà, 1 ou 2 petites incohérences. Moi, ça me fume, c'est comme pour Absolu, c'est au niveau des blessures, c'est-à-dire que y a un mec qui se fait couper le bras, un coup il se fait couper le bras sous l'épaule, un coup il se fait couper le bras sous le coude. Alors, on est d'accord hein, que sous le coude, c'est aussi sous l'épaule, mais du coup, c'est pas très précis, quoi, et c'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est vraiment rien. Par rapport aux 1000 pages précédentes. Ah oui, et dernière chose par rapport à cette fin qui me rend un peu mitigée, il y a une espèce de mise en tension avec... et je pense que ça aussi, ça aurait permis de faire une fin pas plus longue, mais plus construite. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu cette précipitation à la fin, parce qu'il y a une dernière embûche qui se présente face à nos personnages principaux, qui aurait vraiment pu être plus développé, et qui en fait se résout en l'espace de 3-4 pages. Et un peu trop facilement. C'est-à-dire que vraiment, je trouve qu'il y a un personnage, il change d'avis d'un seul coup. Et je trouve ça mal amené, parce que c'est un personnage qui, effectivement, aurait très bien pu changer d'avis, mais il n'y a rien dans la conversation qui fait qu'il change vraiment d'avis. Alors après, il explique que ça lui vient de avant, voilà, que en fait, il a pris sa décision précédemment au moment T où c'est affiché dans le roman. Mais comme dans le roman, c'est amené comme s'il n'avait pas changé de décision, mais histoire de broder quelque chose d'un peu dramatique, bah ça fait l'effet d'un soufflet qui retombe. Donc j'étais un peu déçue par ce point-là aussi. Voilà, donc en fait, c'est un excellent roman.
Je suis très contente du coup d'avoir la version reliée parce que oui, en plus il est très beau et c'est effectivement un très bon livre. Je sais pas pourquoi, mais sur la fin de ma lecture, d'une certaine façon, ça m'a un peu rappelé Les Seigneurs de Bohême. Quelque chose de très riche, de très vaste, de complexe, avec beaucoup de personnages, un récit avec plein de messages engagés, quelque chose de fort, quelque chose de... Ah, vraiment très très bon quoi. Voilà, donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui ont absolument adoré cette lecture et si les points que j'évoque vous parlent un peu. Si vous voulez en parler un peu plus librement, n'hésitez pas à me contacter en privé, sur Insta notamment. Parce que j'ai pas envie d'en dévoiler trop non plus, parce que c'est vrai que ça tient dans les 60 dernières pages du bouquin, donc c'est sûr que j'ai pas envie de gâcher la surprise à ceux qui n'y sont pas arrivés encore. Concernant ma lecture audio de Meijo, et ben il me reste 1h57 d'écoute et je vous tiendrai au courant, mais on approche de la fin de ce vlog. Merci d'avoir suivi jusque là parce qu'à mon avis il est très long. Bonsoir à tous, je vous prends complètement avachie sur mon fauteuil parce que je suis devenue un meuble, voilà. Je n'ai visiblement pas le droit de bouger, sinon les griffes sont ressorties. Donc comme tout propriétaire de chat, je reste, voilà, je ne bouge pas. Je venais clôturer avec vous mon mois de la fantaisie. Pour tout vous dire, on est jeudi 30 mai. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris, probablement ce week-end, donc le 26 ou le 27 peut-être. Et en fait, j'ai rien réussi à lire de façon correcte depuis. Ah oui, effectivement. Bon, ma fille est passée par là. J'ai commencé Légendes celtiques des reptiles et des dragons. Et écoutez, je suis vraiment qu'au tout début. Hein. J'ai dû lire même pas 10 pages. Peut-être un peu plus que 10 pages. Et je reste assez perplexe. En fait, ouais. Bon, je suis à la page 19, donc ça revient même. Et en fait, je suis assez perplexe. Je trouve que le propos n'est pas très clairement annoncé. J'ai du mal en fait à comprendre ce que je vais lire et où est-ce que ça va m'emmener, malgré l'introduction. Donc, je ne sais pas si je vais le continuer. En plus, il y a une police, je ne sais pas si vous verrez. La police est quand même assez spéciale. Et voilà. Il y a quelques coquilles aussi, du coup j'ai un peu de mal à savoir ce qui correspond à des coquilles, ce qui correspond à de l'ancien français. Je trouve que la façon dont, la façon dont la bibliographie est insérée est assez étrange. Donc voilà, un peu déçue de ce que j'y trouve pour l'instant, mais peut-être qu'en persévérant ça ira mieux. J'ai pas repris de lecture audio, j'ai juste commencé Le Dompteur d'Avalanche parce que c'était dans mon abonnement Audible. Et rien de suffisamment intéressant pour que ça vaille le coup de rentrer dans mon challenge du mois de la fantasy et de vous en parler là maintenant dans cette vidéo dédiée au mois de la fantasy. Donc le mieux à faire c'est d'arrêter là puisque de toute façon j'ai rempli pour la première fois depuis, ça me paraît une éternité. Peut-être que l'an dernier j'avais réussi mais je crois pas. Mais j'ai réussi mon mois de la fantaisie. J'ai réussi à lire deux livres en VO je crois. Ne pas me tromper en disant ça. J'ai réussi à sortir 4 livres, je crois 4 ou 5 livres de ma pile à lire papier. Donc franchement c'est vraiment un mois très 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 positif. J'ai hâte de faire le bilan du mois d'ailleurs sur Insta avec les crédits tout ça. Voilà. Donc je vais me libérer de ce mois de la fantaisie et peut-être commencer des lectures qui n'ont rien à voir avec la fantaisie parce que je sens que j'ai besoin d'en sortir un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, d'avoir mes avis à chaud comme ça sur mes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous préférez vraiment que je vous parle d'un livre uniquement quand je l'ai terminé. Et puis bien sûr j'attends vos retours sur ces romans, je pense que vous avez dû en lire certains.
Donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.